Bonjour à tous et bienvenue dans la nuit américaine, l'émission qui vous parle des sports US et aujourd'hui des JO avec le hockey, mais aussi les actus NBA parce que la saison est en cours. On a 60 matchs par équipe en gros en ce moment. Et autour de moi, un plateau de rêve, des experts du hockey d'un côté, Jules Sefo, Baptiste Casals, comment ça va? Vas-y. Bah ça va plutôt bien, ouais, expert du hockey féminin Oui, bien sûr. principalement, donc ouais, j'ai hâte de faire ma Moi, chronique. masculin, un peu lessivé par notre premier stage. Ouais, je comprends. Ouais, justement, voilà. Mais je t'as suis fait là, ton stage aussi? oui, je l'ai fait à Daré de Culture, à Monaco. Ok. Mais je suis très content d'être là ce soir et de rassembler le peu d'énergie qui me reste. Ouais, je comprends. Voilà, pour Encore répondre merci présent. d'avoir accepté Avec l'invitation. plaisir, avec plaisir. De l'autre côté, on a nos experts NBA avec Théo. T'as l'habitude de venir ici, et la NBA c'est ton domaine. Exactement, c'est mon domaine. Toujours un honneur d'être à tes côtés. Et le seul master autour de la table, comment on dit le mec le plus vieux d'une table, le doyen. On dit Le ça doyen. comme ça. Le doyen de Le l'émission, Mattei. Mathéo. Comment ça va? Très bien. Très, Ça très va content d'être là. Hein. Ok. On va commencer avec la NBA et on finira avec les JO et vous deux les gars. On commence avec toi Théo et avec les actus NBA. La saison est proche du terme. Comment ça va du côté de la conférence Ouest? Eh bien, la situation à l'Ouest est très tendue actuellement. Alors, en haut du classement, on a toujours OKC. Avec 45 victoires pour 14 défaites, ils sont toujours premiers et c'est pas un hasard. Ils ont été réguliers toute la saison. Ils défendent fort, ils jouent vite et surtout, ils savent gagner les matchs serrés. Sur les 10 derniers matchs, ils sont en un bilan de 7 victoires pour 3 défaites, donc c'est vraiment pas mal. Ça continue d'avancer, c'est solide et ils tiennent leur rang de leader, mais on sent que derrière eux, ça pousse. Alors, tout ça, c'est parce que les Spurs de Wemby sont en train de faire très mal. Ils sont à 41 victoires et 16 défaites, et surtout un bilan de 9 victoires pour une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Alors, ils viennent en plus de battre les Pistons, qui sont leaders à l'Est. Donc ce genre de victoire, ça montre que c'est pas juste une bonne série, mais c'est vraiment un cap franchi par l'équipe. Et au centre de tout ça, il y a évidemment Victor Wembanyama, le Français. Il change complètement la dynamique de son équipe. Défensivement, il protège le cercle comme peu de joueurs le font NBA. Offensivement, il peut scorer à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais surtout, il donne une vraie identité à cette équipe qui se découvre au fil de la saison. Alors les Spurs aujourd'hui jouent avec confiance, avec discipline. Et petit à petit, ils se rapprochent d'OKC au classement. Après, on sait que bah voilà, c'est la saison régulière. Tu penses quand même qu'ils sont favoris pour le titre? Ils peuvent vraiment jouer le titre ou en vrai ça veut pas dire grand chose? Bah, on a vu que sur un match, Jays ont battu les OKC plus d'une fois cette saison. Là, ils battent les premiers de l'autre conférence. Donc, sur quelques matchs, pourquoi pas. Et puis, comme dit, bah, là, ils ont la première place dans leur viseur. Donc, tout est possible pour eux. Et autre que les Spurs et OKC, on a derrière ce duo de tête plusieurs candidats. Exactement. C'est très serré derrière eux. Notamment avec les Rockets, les Nuggets et les Wolves qui se battent pour rester dans le top 5. Alors là, l'enjeu, c'est l'avantage du terrain pour les playoffs. Donc en cette fin de saison régulière, chaque victoire va compter pour ces équipes qui aimeraient avoir l'avantage du terrain pour les playoffs. Un peu plus bas, les Lakers et les Suns ils restent tout de même dangereux. Ce sont des équipes capables de faire un coup en playoff aussi, mais il leur manque encore de la constance pour remonter plus haut au classement. Et puis il y a de la bataille du play-in avec les Golden State Warriors, les Blazers et les Clippers. Et après la bataille du play-in, on a le bout du tableau où les équipes jouent finalement plus rien dans cette saison. C'est ça. Les Grizzlies, les Mavs, le Jazz, les Pelicans ou encore les Kings sont beaucoup trop loin au classement derrière toutes les équipes. Pour eux, la saison elle est déjà finie entre guillemets. Ils accrocheront pas les playoffs, ni le play-in, ni quoi que ce soit. Alors pour eux, l'objectif, c'est de préparer la saison prochaine, développer les jeunes et commencer déjà à penser à la draft petit à petit. Et dans ce cas-là, ils font pas exprès même de perdre des matchs pour être plus bas dans le classement et avoir des meilleurs pics à la draft? C'est justement ce qui fait polémique un peu avec ce Ça système. s'appelle le tanking. Quand on fait exprès de perdre pour avoir des hauts choix de draft. En plus, sur cette draft de cette année, il y a beaucoup de gros prospects. Et du coup, beaucoup d'équipes ont déjà prévu depuis plusieurs saisons de se dire en 2026, on perd exprès. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des équipes qui font ça, comme du côté ouest comme du côté est. Mais du coup, ça dénature pas un petit peu la bataille au playoff pour certaines équipes peut-être? Bien sûr, si tu tombes sur 3 équipes qui jouent plus rien, tu vas gagner 3 fois d'affilée. Mais justement, la Ligue elle réfléchit à, dès l'an prochain, changer le système. Leur idée, c'est une fois que l'équipe est éliminée, les points ne comptent plus, un truc comme ça? en gros, s'ils gagnent, il leur reste 10 matchs, une fois que leur saison est terminée, s'ils gagnent les 10 matchs, ils sont le plus haut choix de draft possible. Okay. Et s'ils perdent les 10, ils ont le plus bas, comparé oui, d'accord. Mais cette différence entre Est et Ouest, ça fait un peu Berlin, non?
Non, c'est un truc, un cri dans le. Dans les, dans les- dans les ligues américaines depuis plusieurs années. D'ailleurs, tu parles de conférence, on va aller sur la conférence Est avec toi, Mathéo. Exactement, elle est au cap sur notre bonne vieille conférence Est qu'on aime tant. Bon, elle est un peu moins relevée que la conférence Ouest. Ouais. Mais elle est quand même cool, cette conférence Est. Tu parlais d'OKC tout à l'heure. La deuxième meilleure équipe de la ligue, elle est à l'Est. Et c'est Détroit, c'est les Pistons. Voilà, il y a 3 jours CTE. Mais malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont perdu contre les Spurs. Ouais. Et donc, c'est OKC qui a repris les devants. 42 victoires, 14 défaites pour les Pistons. C'est clairement le meilleur bilan de la conférence Est. Ils sont à un match et demi du Thunder, donc la meilleure équipe en ce moment. Pourtant, ils reviennent de loin, les Pistons. Sur les 5 dernières années, ils ont été 3 fois la pire équipe de la ligue, avec le pire bilan. Et on se souvient qu'il y a 2 ans, ils avaient perdu 29 fois d'affilée. Ouais, un c'est truc à comme ça. 28. 28, Ouais, c'est ouais, c'est le record. Un all bon time, record. 28 défaites d'affilée. Même l'OM en Ligue des Champions, ils n'ont pas fait ça. En tout cas, ça quand même, hein. Mais pour ça, ils ont bien drafté. Ils ont drafté Kate Cunningham, qui est leur star maintenant en 2021, Jalen Duren en 2022, qui ont tous les deux été All-Star cette année. Donc Kate Cunningham, c'est le meilleur joueur américain en ce moment. C'est lui qui le dit, devant Anthony Edwards, devant Brunson, devant Booker. Voilà, il tourne à 25 points, 10 passes et 6 rebonds par match. On a eu une confrontation contre les Spurs de Wemby. Il voulait passer un peu à travers avec un 5 sur 26 au tir bien dégueulasse. Mais il a fait une masterclass contre les Knicks juste avant où il met 42 points, presque en triple-double. Après, les Knicks, c'est plus facile aussi, non? Non, Pas forcément. Ah non, pas cette saison, ils sont 3e ou 4e. Là, ils ont perdu contre les Cavs. Ils sont Je crois 3e que encore. Ils sont 5e, Ouais. ils sont 3e. Ils sont 3e. Mais c'est ça. c'est ça, ils sont 3e. Et voilà, tout à l'heure, je parlais de Jaren Duren. Ouais, il a tenu tête, lui, à Wemby. 25 Ouais. points, 14 rebonds. Donc, grosse perf pour on lui. se souvient qu'il a même il a postérisé sur un. Il a mis Ouais. un gros dunk dans la gueule. Ça fait pas plaisir pour Wemby. Bon, après, Non, dans le non. match, il a mis 6 blocs. donc, Non, après, Wemby a fait un gros match aussi. Mais Oui. on a eu une belle bataille Ouais. entre les deux. Mais les Pistons, c'est une équipe qui lâche jamais rien. C'est une équipe vraiment agressive. Voilà, ils ont retrouvé leur ADN qu'ils avaient au début des années 2000. Ce qui leur a permis d'ailleurs de gagner un titre NBA. L'équipe, elle est bien coachée par JB Biggerstaff. Il y a un effectif complet, Tobias Harris, Ozar Thompson, Duncan Robinson et plein d'autres. De là à jouer le titre, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir peut-être les éviter lors des playoffs parce qu'ils peuvent faire des dégâts. Et le staff d'une équipe, c'est vraiment très important dans un effectif. Ça joue vraiment une grosse différence. on va dire que s'il y a que des stars dans l'équipe, il faut pas être un génie pour gagner. Mais que sur des constructions d'équipes comme ça sur plusieurs années, un bon coach, ça fait vraiment la différence. Ok. Il va sûrement gagner le titre de coach de l'année cette année. Ou Je pense probablement. que c'est lui ou personne d'autre. Habib Bey, peut-être. Ça, c'est la Ligue 1. Ok. Non, c'est mal parti en plus. Et du coup, il y a une autre Franchise. équipe à l'Est qui performe et sans son meilleur joueur. C'est ça, c'est pas les Knicks, c'est pas les Cavs, c'est Boston, les Celtics qui sont 2e de la conférence Est et comme tu l'as dit, sans leurs 2 meilleurs joueurs, Jason Tatum qui a été blessé lors des playoffs l'année dernière, qui reviendra peut-être en fin de saison s'il y a quelque chose à jouer. Bon, c'est bien parti pour. C'est une année compliquée du coup sans ton meilleur joueur. On pensait qu'ils allaient juste jouer le play-in, mais pas du tout. En fait, les Celtics ils ont mal commencé, mais depuis c'est impressionnant. Aujourd'hui ils sont donc 2e de la conférence Est, 38 victoires, 19 défaites. Ce qui est quand même un très bon bilan. Donc sans Tatum, c'est Jaylen Brown, le 2e meilleur joueur de Boston, qui est le patron. Voilà, il a un niveau de MVP, 29 points, 7 rebonds, 5 passes de moyenne. C'est le 4e meilleur scoreur de la ligue. Mais il n'y a pas que lui. Autour de lui, tout le monde élève son niveau. Derrick White, Peyton Pritchard, Vucevic ou Nemas Keita sont des joueurs corrects, mais il n'y a rien de flashy. Mais c'est assez solide, la preuve, pour gagner régulièrement. Ce qui ressort de leur saison, c'est ça. C'est un collectif solide, capable de gagner sans dépendre donc, de leurs meilleurs joueurs. Et si Tatum revient à 100% au moment des playoffs, on ne sait pas justement ce que peut faire Boston. On sait qu'ils ont gagné la NBA il n'y a pas très longtemps, donc pourquoi pas refaire un parcours très juste à savoir où. Ouais, ça serait beau, mais en plus Tatum, on a vu qu'il revenait s'entraîner avec l'équipe de G-League, donc son retour Ouais, c'est ça, il a repris. ne devrait pas trop tarder, peut-être pour les playoffs, espérons Mais- pour eux. J'ai quand même l'impression que les stars qu'on connaît, enfin moi je suis pas fanatique d'NBA, Mhm. les stars du grand public, elles sont pas forcément dans les meilleures équipes. Donc est-ce qu'un collectif plus équilibré, c'est même des fois T'appelles avantageux quoi, en t'appelles quoi des équipes, des stars fait. LeBron. LeBron James quand même, il a avec Luka. le meilleur joueur de la ligue ou le Ouais, deuxième voilà. meilleur. Et pourtant c'est pas la meilleure équipe d'NBA. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce mais que, là, c'est un exemple. Ou même ça, l'équipe, OKC. Moi je suis pas capable de citer un seul joueur de OKC. SGA, Ah ouais, le Canadien. si, il y a Shai quand même. Alexander, MVP là. quand Ouais. même. Ouais, Ouais, en c'est fait, quand même peut-être. le meilleur joueur de la ligue. Non, c'est sûr qu'en fait, C'est pas le meilleur joueur du monde. tu les, vois. les noms qu'on connaît, c'est les stars des années 2010. Ouais, Steph c'est Curry, en fait, c'est Kevin une Durant, génération. LeBron James. Ah, c'est peut-être pour ça. Et c'est pour ça, c'est parce Ok. qu'ils sont plus à leur meilleur niveau, ils peuvent plus porter leur équipe autant qu'avant.
Mais du coup, comme tu nous parlais de la conférence Est, il y a une équipe qui nous a surpris en ce début d'année 2026. C'est ça, on a tous une équipe chouchou, une équipe surprise. Et à l'Est, c'est clairement Charlotte, les Hornets. Alors, pourtant, ces dernières saisons, c'était le bazar complet là-bas. C'était cataclysmique, non Les Hornets, c'était catastrophique. Toute leur histoire, c'est catastrophique. Ouais, les Hornets, c'est une belle franchise à ne pas supporter vraiment. Mais cette année, ils ont un effectif cool. LaMelo Ball, un des plus jolis joueurs à avoir joué quand il n'est pas blessé, même s'il est très souvent blessé, cette année ça va. Ils ont leur meilleur joueur cette saison, Brandon Miller, qui fait pas de bruit mais il tourne à 20 points de moyenne et il fait gagner les matchs à Charlotte. Et surtout, ce qui fait la diff cette saison avec les autres, c'est le rookie, Con Knuppel. Voilà, on l'attendait clairement pas à ce niveau. Il est dans la course pour le Rookie of the Year face à Cooper Flag, donc c'est déjà un exploit retentissant. Voilà, on parle de lui, ça va peut-être vous parler comme la réincarnation de Klay Thompson. C'est quand même quelque chose. Il a déjà le record de nombre de tirs à 3 points pour un rookie. Et il y en a qui le voient chatouiller le record déjà de Steph, de tirs à 3 points marqués. Là, c'est sûr qu'au même âge, il a beaucoup plus. Ouais, Steph, on sait que c'était compliqué au début. Il a beaucoup souvent, de blessures, ouais. Donc voilà, quand il y a ces 3 joueurs, quand il y a un line-up de 5 qui sont en 16-2, 16 victoires, 2 défaites, donc c'est quand même très costaud. Ça fait partie des meilleures équipes de la ligue. Ils sont encore régulés, ils sont dans la course au play-in, mais ils vont pas faire grand-chose. Mais voilà, on n'a pas envie de tomber sur eux, on sait jamais, un soir il y a de l'adresse pour LaMelo ou quoi. C'est une équipe qui peut poser quelques problèmes quand même. Pour revenir sur les favoris, dites-moi ce que vous en pensez. Qui va finir premier de la ligue? On a vu que OKC et Pistons, là, ça se joue en 1 ou 2 victoires. Et qu'il y a les Spurs qui reviennent vraiment de loin, là, et qui ont en 9 victoires d'affilée. Est-ce que vous voyez les Spurs finir premier de la ligue ou OKC, comme sur l'ensemble de la saison, c'est plutôt la meilleure équipe, ou les Pistons? Alors OKC, c'est la meilleure équipe, mais pour le moment, ils n'ont pas Shai. Donc ils gagnent encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est un peu plus ric-rac. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, il revient dans pas longtemps, il me semble. Après, oui, il y a les Spurs, ils reviennent en puissance, il y a notre OMB. Donc, ouais, les Spurs, pourquoi pas. Après, les Pistons, c'est un peu léger, à mon avis, pour tenir sur la durée. Je pense quand même que OKC, ils vont finir premier de la phase de ligue, mais je les vois pas, par contre, comme grandissime favori des pour le playoffs, titre, ouais, pour parce faire le que, back-to-back. En fait, il leur manque quand même ce petit truc en plus qui fait gagner des matchs. Tu vois. Après, ils ont gagné l'an dernier le titre. Mais c'est sûr Ouais, que mais pour ça veut enchaîner, rien dire, ça. c'est plus arrivé depuis 10 ans bientôt, 2 titres enchaînés. Donc c'est sûr. Mais du coup, pour la saison régulière, je les vois finir Ouais, quand premier. même, bah oui, quand Ouais, même. moi, je suis Ils ont quoi, d'accord. 2 victoires Là, d'avance, ils ont c'est ça 4 victoires d'avance 4 sur les victoires Spurs d'avance. Ouais, non, mais sur, et 3 Pistons, par rapport aux ouais. Pistons. Pistons, Je pense que là, ils ont assez d'avance, ils vont gagner les matchs qu'ils doivent gagner contre les plus petites équipes. Ouais, c'est sûr. Donc ils vont finir premier. Après, en play-off, comme tu as dit, Jules, Surtout, ça joue sur 7 matchs. sur 7 matchs, tu tombes face aux Spurs. Cette année, c'est les bourreaux, par exemple. Ouais, il suffit Ouais, que tu aies un ça absent au peut- mauvais moment. Ouais. Ça peut arriver. Et toi, Baptiste, tu penses que Détroit peut-être? Détroit ou San Antonio? Ou OKC? OKC, moi. OKC, tu penses? ouais. Ok. Bah justement, on va passer avec vous deux, les gars. Justement, mais ça n'a rien à voir, Juste Léo. parce Elle que est je parlais- transition. Je parlais avec Baptiste. Ok, attends, Du coup, justement, je continue à vous parler. Je me tourne vers vous. Jules, tu vas commencer. Et il y avait les JO d'hiver. Et le tournoi féminin, on l'attendait. On s'attendait à, comme d'habitude, les Américains, les Canadiens, les Canadiennes qui dominent. Et cette fois-ci, on a eu un tournoi vraiment qui a tenu jusqu'au bout, on peut, en overtime, etc. ouais, on peut dire qu'on a un peu assisté au plus beau tournoi de l'histoire. On a vécu une quinzaine électrique. On pensait que le Canada, champion en titre, allait écraser la compétition, mais c'était sans compter sur les réveils du géant américain. La finale à la Milano Sant'Aglia Arena restera dans les annales. 1-2-1. Excusez-moi les garçons, vous m'écoutez quand je vous J'ai l'impression d'être tout seul. Je comprends pas ce qui- Vas-y, je continue. comprends pas ce qui vous fait rire. Théo, ça va? Ça va. C'est ton accent italien. Ok. Donc je disais, la finale à la Milano Sant'Aglia Arena restera dans les annales. 1-2-1 après prolongation. Elle peut pas en sortir. Et du coup, ouais, le Canada, il menait 1-0, c'est ça? C'est ça, il menait 1-0 jusqu'à 2 minutes de la fin. Et là, le destin a choisi son camp. La capitaine américaine Hilary Knight égalise dans un vacarme assourdissant avant que Meghan Keller ne délivre les USA en prolongation. Donc c'est la fin. Ah non, s'il te plaît Théo. Théo, tu te Pardon. concentres. Oui. C'est la fin d'un cycle pour certaines légendes canadiennes. Mais par contre, c'est le début d'une nouvelle hégémonie américaine portée par une jeunesse insolente. Mais justement, en parlant de bousculer la hiérarchie, on a vu de nombreuses nations comme la Suisse ou la Suède qui ont proposé des problèmes aux favoris. Est-ce que le fossé est en train de se creuser, justement de plus se creuser? C'est dur, Léo. C'est pas trop dur. Il est en train de se combler le fossé entre les Américains et le reste des équipes. Je sais pas c'est quoi ta question, Léo.
Justement, le fossé entre les grandes nations du hockey et les autres nations, est-ce qu'il est en train de se combler? Oui, il est en train de se combler. Le score de 2-1 en finale en est la preuve. On ne gagne plus par 8 buts d'écart en phase finale. C'est quelque chose qui se fait plus beaucoup. Et donc même la Suisse décroche le bronze au bout du suspense contre la Suède grâce à une Alina Müller toujours aussi chirurgicale. Après, la sensation du tournoi pour nous, forcément, elle est tricolore. C'est l'équipe de France de Grégory Tarier qui a réalisé un tournoi au-delà des expériences. Des expériences. C'est dur. Un petit peu. On les attendait pour apprendre, elles sont venues pour mordre. Leur victoire. Non mais là. Vas-y, je continue. Leur victoire 3-2 contre le Japon en poule a été le déclic. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus ont atteint les quarts de finale des Jeux Olympiques. Elles ont fini par buter sur le mur américain 5-0, mais elles sortent par la grande porte avec une 7ème place mondiale historique. On a découvert une gardienne, Justine Crousy-Théode, qui a écœuré les meilleurs attaquants du monde avec plus de 50 arrêts par match. Après, c'est quand même une stat à mettre en exergue, parce que forcément, si tu arrêtes 50 fois le palais, ça veut dire que tu t'es fait tirer dessus 50 fois. C'est sûr Le aussi. mur américain, il fait pas penser au Mexique. Et du coup, la France a fini 7ème du tournoi. C'est un exploit unique ou ça fait partie d'une montée en puissance du hockey en France? Je dirais que c'est un mélange des deux en fait. C'est un exploit parce que les moyens ils restent limités par rapport aux nations du top 5. Mais c'est aussi le fruit de l'exil de nos meilleures joueuses comme Chloé Rare ou Estelle Duvin qui brillent dans les ligues pro à l'étranger, donc principalement en Amérique avec la NHL féminine, je sais pas comment elle s'appelle, la WNHL peut-être. En tout cas, ce qu'il faut retenir de Milan, c'est l'image de ces Françaises debout, dessous, bras dessus. Oula. Bras dessus. Ouais, c'est mieux comme ça. Bras dessous. Après leur élimination face aux futures championnes olympiques, donc elles ont prouvé qu'elles avaient leur place dans le grand 8 mondial. Le public italien ne s'y est pas trompé. Elles ont été l'équipe coup de cœur du tournoi. Pour 2030, on ne parlera plus de petits poussés, mais de candidates sérieuses pour les demi-finales. Et en plus, ça sera à domicile, justement à Nice, qui construit la patinoire en ce moment. Ouais, ce qui fait polémique. Peut-être on peut faire un petit débat politique pour ou contre la Je patinoire. pense que c'est le moment. Je pense que c'est le C'est moment. le moment, Théo, je pour ou pense. contre cette patinoire qui quand même aura un bilan écologique assez terrible, sachant qu'on a des patinoires qui ont de bonnes infrastructures pas très loin. Je suis pas d'accord. Je pense que Jean-Bouin, c'est la pire patinoire de France. Ah ouais. C'est les joueurs eux-mêmes des Aigles de Nice qui le disent. Et la capacité, elle est seulement de 1000 personnes. C'est le plus petit taux en. Ouais, mais à Albertville, en- t'as une très bonne patinoire qui pourrait faire l'affaire. Mais, Peut-être qu'ils veulent désengorger le trafic. mais justement. Ok. Et justement, la patinoire servirait plus ensuite aux Aigles de Nice et à tout Nice. Ouais. Au lieu de la Jean-Bouin, patinoire. du coup, servirait à qui par la suite? Mais vu l'état de Jean-Bouin, autant ils en Dans le feraient une loisir. autre salle. Mais je pense que c'est un autre débat et on va rester au JO avec toi, Baptiste. Ah. Tu vas nous débriefer la finale du hockey masculin parce que là aussi, on a eu un affrontement Amérique-Canada et il a tenu toutes ses promesses. Vas-y, Baptiste. Un Baptiste. instant, je vais répondre. Non, mais l'émission, elle a commencé. Ah, l'émission a commencé. Ouais. Mince. Ok, bon, on débriefe cette finale olympique de hockey masculin à Milan-Cortina. Clairement, on a eu le droit à ce qu'on attendait, c'est-à-dire une finale tendue, engagée et qui s'est jouée sur des détails. L'affiche d'abord, États-Unis contre Canada, le classique des classiques. Pas besoin d'en faire des tonnes, quand ces deux-là se retrouvent pour l'or olympique, il y a forcément quelque chose de spécial. C'est une rivalité culturelle, sportive et presque identitaire, si on peut faire un peu de géopolitique. Sur la glace, ça a été très serré. Pas un festival offensif, mais un vrai match de finale, beaucoup d'intensité, peu d'espace, des replis défensifs propres. On sentait que personne ne voulait faire l'erreur qui coûte une médaille d'or. Moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est la discipline tactique. C'est-à-dire que les deux équipes ont joué simple, pas de fioritures inutiles, sortie de zone rapide, jeu en profondeur, pression constante sur le porteur de palais. On était vraiment dans un hockey de gestion plus que d'exhibition. Sortie de zone, c'est quoi la zone au hockey? C'est la zone devant Mais le t'es gardien. pas un expert de hockey, toi? Ouais, si. Mais laisse-le continuer, ça continue. Oui, pardon. Donc voilà, on sentait que personne ne voulait faire l'erreur qui coûte une médaille d'or. On était vraiment dans un hockey de gestion, comme je disais, de maturité. Les entraîneurs ont très vite raccourci le banc, fait confiance au cadre, c'est quand même ce qui est important dans ce genre de compétition. Voilà, côté américain, c'est Connor Hellebuck.
Hellbuck, qui a été immense avec 41 arrêts. 41. 42 tirs, 41 Ouais, arrêts. C'est ça. Il a tenu son équipe dans les moments où le Canada dominait territorialement. 2 arrêts coup sur coup en deuxième période, notamment sur des tirs à bout portant, qui changent complètement la dynamique. On sentait que plus le match avançait, plus il prenait de la place dans la tête des attaquants canadiens, parce que ça a tendance après à énerver et à engranger de la frustration. Bon, après en face, Jordan Binnington a aussi été très solide, très propre techniquement, bon dans ses déplacements latéraux, aucun but cadeau, mais la différence c'est que Hellbuck a sorti l'arrêt de plus au moment clé. Donc voilà, le Canada a eu ses séquences de longue possession, des tirs de la ligne bleue avec trafic devant le filet, du jeu physique, voilà. Mais ça manquait peut-être d'un petit brin de réussite ou d'un rebond favorable, si je puis dire. Ça arrive des fois. C'est la loi des matchs d'un jour, c'est comme ça. C'est ça, c'est ce qui fait la beauté des finales. Mais comme tu l'as dit, les gardiens ont été à un très haut niveau. Ah oui. On a vu McKinnon, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, le Canadien, qui a raté un tir facile. Mais on dit qu'il a raté, mais c'est le gardien qui l'a arrêté. Oui, non, c'est juste Le les gardien gardiens qui qui l'a ont fait des arrêté, matchs c'est sûr. exceptionnels. Donc là, on arrive en troisième période avec un score serré. Les changements deviennent ultra courts. Les joueurs sont à bloc. On sent que tout le monde joue un peu plus simple. Pas question de forcer une passe transversale risquée. On met la rondelle au fond. On va au duel. Oui. Et forcément, prolongation. Donc, troisième période, un partout. Là, on est dans du hockey de gestion encore plus. Changement court, jeu simple, pas de prise de risque. Les deux équipes ferment l'axe, bloquent des tirs, gagnent les batailles le long des bandes. On sent que personne ne veut être celui qui commet l'erreur fatale. J'aimerais préciser qu'en prolongation, c'est 3 contre 3. Alors que d'habitude, c'est 5 joueurs de champ, 5 joueurs de champ. Et sur la prolongation, ça passe à 3 contre 3. Du coup, les espaces sont grands. Où vont les deux autres joueurs Sur le banc. Sur le banc, oui, tout à fait. Vas-y, continue. Comme tu disais, on arrive en prolongation. Et en finale olympique, surtout, la prolongation, c'est brutal. C'est-à-dire que prochain but égale médaille d'or. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de deuxième chance. Et c'est là que Jack Hughes entre dans l'histoire. Récupération en zone neutre, accélération, décalage rapide, tir précis côté bloqueur. 2-1, but en or, match remporté. Ce n'est pas un but spectaculaire à la coast-to-coast, mais c'est clinique et ça marche et ça fait gagner. Exécution parfaite et dans ce genre de match, ça suffit. Au final, on retiendra quoi ? Une finale assez fermée, intense et mature tactiquement. Des gardiens surtout décisifs et une équipe américaine qui a su être clinique au bon moment. Pas le match le plus spectaculaire de l'histoire, je vous l'accorde, mais clairement un match de haut niveau, au plus haut niveau même, maîtrisé, solide, une vraie finale olympique. Et dans quelques années, on ne reparlera pas forcément de toutes les séquences, mais on se souviendra du but en prolongation et de cette image des Américains célébrant l'or sur la glace italienne. C'est ça, et c'était leur premier titre depuis 1980. Mine de rien, là, c'est un gros putsch de la part des États-Unis et des États-Uniennes qui raflent les 2 médailles d'or. Contre le Canada à chaque fois. Grandissimes favoris. Parce que les Canadiens ont le record aux médailles d'or, que ce soit féminin ou masculin. Et du coup, c'est depuis 1980 que les Américains n'avaient pas gagné. Et c'était déjà un 22 février, du coup, la belle histoire, 46 ans jour pour jour après. Je sais pas si vous avez regardé cette finale, mais moi qui regarde pas trop le hockey, j'ai vraiment été impressionné par le niveau de jeu. Parce que oui, comme l'a dit Baptiste, il n'y avait pas de but dans tous les sens, mais on sentait que c'était une atmosphère pesante, que sur chaque ballon, chaque palais, ça pouvait partir dans tous les sens, et on sentait que les meilleurs joueurs du monde étaient sur la glace. Après, de mon côté, en tant que spécialiste, quand même, tu vois quand même qu'ils sont bridés par rapport quand est-ce qu'ils sont en NHL. Vas-y. Du coup, je vous invite à regarder aussi quand ils sont en NHL parce que c'est différent. Il y a plus de belles actions. Là, c'est vraiment, ça parque le bus un peu. Ouais, je comprends. Oui, c'était un peu à la Atlético Madrid, quoi. Après, un peu comme on a eu au Super Bowl il y a quelques semaines, je pense qu'on s'attendait tous à une finale spectaculaire avec plein de points et tout. Au final, on a plus, comme tu as dit Baptiste, une finale tactique avec deux équipes qui ne voulaient pas faire l'erreur. Donc au niveau du spectacle, même si ça jouait bien, on est peut-être on reste un peu sur notre fin, mais c'est vrai qu'on a vu les meilleurs joueurs en action. Donc est-ce que c'est pas plus impressionnant de voir une finale aussi pointue tactiquement et techniquement qu'une finale où il y a 8-9? Une finale un peu qui part dans tous les sens, où il y a 8-9, mais où il y a du déchet, où ça part un peu dans tous les sens. Moi je pense que je préfère ce genre de match parce que aussi, on sent l'importance de la médaille d'or quand c'est serré comme ça. Ça. Je suis assez d'accord. Bon, merci pour vos chroniques et on va passer au quiz. Baptiste, tu triches pas en regardant sur mon ordi. Bien sûr. On va commencer avec les deux questions basket, mais on va aller vers les Jeux Olympiques. On va aller vers les Jeux Olympiques. Alors, première question, combien de fois la France
a-t-elle été en finale des Jeux de basket masculin? 2. 2, 4 fois. 4 fois, Il dit n'importe quoi, s'il vous plaît. Bah, tu verras. Tu verras. Non, ils l'ont fait qu'une fois, je crois. une fois. 3. Ah bah oui, Et tu m'étonnes. Théo a raison, c'est pas pour rien que c'est l'expert NBA. Bah oui, je suis Donc on expert. se souvient de 2024. Alors, NBA, je suis sûr que c'est Bah, un rapport. On mais- se souvient de 2024 au JO de Paris, la France avait été en finale. Ouais, déjà. à Tokyo, on l'avait eu au DST Ah oui, si c'est vous vous vrai. souvenez. Déjà. Et les deux Et- autres, Théo, et- du coup Les En deux autres, 2000. en 2000. Et en 1948, ça, Ouais. même moi je savais pas. Pour Moi, je me rappelle pas trop, mais je me rappelais qu'il y avait. 4 fois. Il savait qu'il y avait 4 fois. En tout cas, il a eu la bonne réponse. 1-0 pour Théo. Merci. Théo. Merci. Deuxième question, toujours sur le basket au JO. Ah. Quel joueur américain a été nommé MVP du tournoi masculin de basket au JO de Paris 2024? Steph Curry. Steph Curry, Quoi? Ah bah si. un joueur T'as vu ce qu'il américain. a fait à la Ça- France. ça doit être C'est Steph, Steph ouais. Curry Bah oui, tu peux vu ce Non, qu'il a mais fait à la c'était pas une France. question, c'était une affirmation finale. que je vous disais. c'est Ah bah Steph Curry, donnez-lui le point. Moi, je vais dire Steph Curry aussi. C'est faux. Vous avez vu du Non, non, personnage. non, non. Alors, moi, je vais dire une vraie réponse, s'il vous plaît. C'est. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas lui. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est les Browns. C'est pas lui. LeBron James et Jules, tu le savais. T'es un expert des JO, non? Je suis un expert des JO. Ok. Donc 1 à 1. Bravo Jules d'avoir récupéré la question basket à Théo parce que Ouais, faut le faire c'était quand pas même, je gagné. pense. Et donc on va passer à la France côté JO hockey. Et quel a été le meilleur classement de la France au hockey masculin, je Quatrième. précise? 4e, 5ème. 5e 6ème, 7ème. Allez, on y va. 6ème. Bah 7ème. et Baptiste, bien sûr, tu as raison. C'était 5e en 1928. Bravo Baptiste. Mais Bon. tu veux peut-être le PC pour... Non mais c'est juste un expert. Tu vas dire C'est juste un expert. on est d'accord. Non, non, parce que je cache la réponse à chaque Bah moi je les vois là les réponses. Oui, non, mais là, oui. Oui, mais maintenant, oui. Ok. Non, mais je le savais. c'est Dernière sûr, question en avant de passer au petit jeu. Toujours sur le hockey au JO. Le tournoi masculin de hockey a été créé en. Ah, donc en- on parle pas des femmes. Mais justement. Il y a 4 questions, on parle pas une seule fois Mais des femmes. justement, Déjà on en pense quoi du J'allais J'allais sortir de mes gonds. le tournoi masculin de hockey a commencé en 1920. En quelle année le tournoi de féminin a commencé? 1920. Ok. Masculin en 1920. En quelle année le. 1965. 70. Il a même pas dit une année olympique. 82. Et c'était 98. Du coup, c'est Mathéo qui gagne le point. C'est le plus Oh. proche. Il a dit une année impair. Il a dit une année Coupe du Monde. Donc 1, Baptiste 0. Tu peux te refaire sur le. Hein Ah non, pardon. Tout le monde a un point. Tout le monde a un point en fait. Oh c'est Oh beau. le jeu va être décisif. Chacun a son domaine quoi. Non. Donc le Jeux Olympiques, je vais vous expliquer parce que là vous avez l'air un peu ailleurs, j'ai l'impression. Donc ça va être simple, vous allez me dire tous les médaillés, que ce soit JO masculin ou féminin de hockey. Tous les médaillés. Ouais. Assieds-toi. Mais t'es expert en Non, mais hockey. T'es expert hockey? T'es expert en hockey? Qui vote pour qu'on switch Non, non. juste les Jeux Olympiques, Non. les médaillés français Non, en général? non. Mathéo, tu Ah, vois si, mais quoi? moi, je vois aussi. Non, mais je peux pas on peut changer de comme Tu ça. vas sur Wikipédia. Non, non. Non, mais bah, Mais- j'en ai sur ma feuille. Mais oui, Mais- voilà, mais Jules, tu commences justement. Les coachs marchent ou pas? Non, mais les nationalités, les nations Ah, les nations. qui ont été médaillées. Ah, les nations. D'accord, Qui- on dirait demander des joueurs et joueuses français. Ouais, moi aussi, j'ai ouais, compris j'ai compris ça. aussi. S'il te plaît, pose-moi tes questions. Mais j'en ai quand même. plein. Citez-moi toutes les nations qui ont gagné une médaille. Sinon, ça Ok, prend trois. Aux Jeux de hockey. États-Unis. États-Unis. Canada. Il est fini. Allemagne. Oui. Suède. Oui. Non. Oui, oui. Si, Médaillé, bah, si. médaillé. Médaillé Suède. Suisse. Suisse, ouais. Médaille de bronze féminine. Ouais, c'est sûr. Vas-y. Finlande. Ouais, médaille Ta d'or, gueule. médaille d'or en 2021. ouais. On fait toutes les années. Non, mais. Non. Ah, non, c'est pas que de cette année. Non, bah non. C'est en c'est- tout. Vas-y, merci d'expliquer. Tu dis pays où il fait froid. Tu fais l'expert. Il y en a 10 en tout. Ça doit te dire. Non, il a dit. Non, je viens de dire Finlande. Ouais. Eh bah, Danemark. Non, Norvège. tous les deux éliminés. Quoi Jules, Mais j'étais persuadé. il en reste Il fait froid où? Il en 3. reste combien 3. Groenland. Non, non, je dirais Pays-Bas. Laponie. Non. Baptiste, tu peux gagner sur cette question. Oh, la Russie, t'as gagné, bien joué. Bah tu lui donnes. La Russie. Bravo, Baptiste. Oh, il est trop fort. Baptiste, tu gagnes le quiz. Mérité. Une déclaration. Mérité. Une déclaration. Mérité. Je remercie Léo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation, pour l'avoir accepté.
avec Merci Tom à la régie. Vas-y, coupe. Merci Tania pour les photos. On se retrouve dans 2 semaines, ça sera Elsa à la présentation avec un plateau 100% féminin, Pour un nouveau classique. comme d'habitude. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt.